des régions Auvergne et Rhône-Alpes. Merci Sabrina, merci Martin pour l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, du coup, je vais compléter les présentations qui ont été faites ce matin par les autres aspects et les autres intérêts des techniques de renforcement de sol avec un regard sur l'inclusion rigide et les inclusions solides refoulantes. Contexte de l'étude, un petit regard sur le procédé qui viendra en complément de ce qu'on a vu tout à l'heure et bien sûr la mise en œuvre. Un petit clin d'œil sur la production du guide qui est à gauche, car finalement pour moi l'intérêt majeur aussi de la production de ces documents d'il y a une dizaine d'années, c'est d'avoir pu permettre de faire ruisseler un peu ces techniques sur des projets qui ne sont pas des projets de grande surface en fait de traitement, mais sur le projet du quotidien, et de convaincre au quotidien. C'est la raison pour laquelle je remercie déjà Patrick Berthelot, que je n'ai pas vu avec nous, et Michel Glanditz au étanche Bachy, qui avaient notamment porté ce projet à gauche, et puis aussi mes collègues du quotidien qui, pour pouvoir porter ce message au quotidien sur les projets de petite surface, il faut faire preuve de conviction. Les projets sont de petite durée, en fait, et pour pouvoir en fait mener à bien des essais, compiler ces essais, capitaliser, au quotidien, il faut pouvoir les valoriser. Donc Maxime, chargé d'affaires, et Christophe, conducteur de travaux, et Gillian. Donc ces gens me permettent aujourd'hui de pouvoir traiter des surfaces qui sont de l'ordre de 2000 m². Donc là, je ne vais pas citer le projet, simplement vous dire que c'est Saint-Martin-d'Air en région périphérique de Grenoble. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est de voir comment on met en œuvre sur des temps assez courts et avec des critères de validation quand même en phase travaux. C'est vraiment l'enjeu de ce genre de projet. Néanmoins, deux projets qui sont de type R+1, R+7, avec des contraintes apportées au sol de 70, 130 kPa. Avec des amplitudes de service évidemment à contrôler qui étaient trop importantes. Donc il y avait une idée de renforcement aussi du sol pour reprendre le tassement finalement qui était supérieur à 5 cm sur l'ensemble du projet. Et la mission projet qui avait été faite par une entreprise de géotechnique, du coup là c'était l'équipe Ginger qui avait fait cette analyse, avait jugé nécessaire de faire un traitement contre l'aléa liquéfaction, dont l'objectif bien sûr est de porter ce coefficient de sécurité à 1,25. Et donc le contexte nous paraît toujours un petit peu particulier, surtout quand il s'agit du privé et qu'on va parler de la question de la liquéfaction. Ça reste quand même quelque chose qui est très difficile en conclusion d'un rapport de sol, en G2, mission projet, et puis en plus en particulier si on regarde la liquéfaction. Néanmoins, on a des cas qui sont récents dans le pourtour adriatique ou méditerranéen, notamment comme le cas du séisme de Durès. On voit des effets qui sont quand même très contrastés, avec des rotations, des effondrements. Alors sur des petites zones où il y a de la liquéfaction qui est manifeste, mais toujours est-il qu'effectivement, on a intérêt à porter ce message d'encourager la caractérisation de la liquéfaction, même sur des projets de petite taille et privés, et ensuite convaincre ces maîtres d'ouvrage à faire les travaux, à condition, bien sûr, que ça ne soit pas en fait une condamnation pour le projet. Donc là, si je prends le modèle qui avait été fait à l'époque par l'équipe Ginger, et je pense qu'il doit y avoir la patte de Louis à un moment donné sur ce projet, parce qu'il a encouragé des ouvertures sur les traitements par des techniques de renforcement de sol. Il avait été jugé nécessaire de regarder finalement une couche qui était un petit peu profonde, au-delà de 5 mètres, avec des matériaux qui étaient limoneux, et donc avec une caractérisation de cet aléa sur environ 2 mètres. Donc il y a un petit enduit technique, mais j'espère qu'il n'y a pas de blessés. Je savais que les renforcements c'était renversant, mais à ce point je ne le savais pas. Donc reprenons nos affaires sérieuses. Donc un objectif de traitement de liquéfaction. Pour le petit projet, cette situation est compliquée. Ça peut entraîner la condamnation si la méthode n'est pas raisonnablement dimensionnée. Alors, on doit quand même au mérite de la mission projet qui avait été faite par Ginger de laisser la possibilité de faire un traitement par un renforcement. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a pu entendre ce matin, en fait, substituer jusqu'à un certain taux qui est important, pourquoi pas dans certaines conditions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas de l'inclusion rigide sur des très grandes surfaces avec des taux de substitution énormes pour des raisons aussi économiques. Il y a bien sûr cet aspect. Donc on avait quand même le mérite d'avoir en fait une discussion de travail avec peut-être une technique de jet grouting, c'est des inclusions rigides mais en béton de sol initialement pour le projet, avec un taux de substitution qui était quand même élevé à 17,3%. Ça dépasse largement les 3-4% qu'on a la plupart du temps. Et quand je dis 3-4%, des fois on est à 2% de substitution. Enfin, néanmoins, on va voir qu'il y avait une idée qui était envisageable sur l'ensemble. Alors, pour que le projet se fasse, on a décidé non pas de faire des colonnes d'1,50 m sur toute la hauteur, parce que finalement, l'idée de 1,50 m, c'était intéressant dans la zone qui était sujette à un éventuel aléa liquéfaction.
On a plutôt décidé effectivement de regarder si c'était dimensionnable avec les radiers qui étaient au-dessus, si on pouvait aussi se contenter de faire des diamètres qui étaient plus petits dans la partie haute, mais néanmoins bénéficier de l'effet du compactage horizontal, pour pouvoir répondre spécifiquement à la question de l'aléa liquéfaction, ce que je trouve une des grandes vertus de ce genre de technique. En fait, c'est pouvoir traiter spécifiquement ce dont on a besoin. Donc on est plutôt parti sur des hypothèses de 0,6, 0,65 mètres de diamètre pour un maillage de 2,1 par 2,1, avec une idée de bénéficier, en fait, comme on voit ici sur l'animation, d'un compactage et peut-être d'un compactage un peu différé que malheureusement, sur les projets de plus petite taille, on a du mal à mesurer parce que ça construit très vite. Donc ce fameux aging, le vieillissement, où l'amélioration continue après dissipation des surpressions. Et donc évidemment, les terrains qui étaient en dessous étaient plutôt des graviers, des matériaux qui permettaient cette dissipation. Donc si on regarde le modèle de sol qui était fait, donc on avait à traiter un sable limoneux et des matériaux argileux qui étaient au-dessus. Alors, une pression limite nette de 0,3 MPa dans la partie argile molle, d'accord. Bon, le sable limoneux, pas forcément critique d'un point de vue capacité portante, mais néanmoins jugé nécessaire en traitement. Donc l'idée, ça va être ça, ça va être de provoquer en fait du déplacement horizontal dans la partie spécifique, afin de regarder la manière dont on est capable de réduire cet aléa sur l'ensemble. Donc le procédé, bien sûr, est utilisé dans certains cas, comme on a déjà présenté, donc je vais faire assez vite. Simplement pour dire, bien sûr, des problématiques de compressibilité, des traitements d'aléas dans certains cas de figure, et avec une vérification à faire, c'est-à-dire que quand on maîtrise assez bien, finalement, son injection, son volume d'expansion, on arrive à avoir des diamètres qui sont raisonnablement identifiables. Par contre, on voit ici que sur cet exemple qu'on a traité il y a déjà plus d'une dizaine d'années, qu'on est un peu à la limite du claquage du terrain, c'est-à-dire qu'on commence à dépasser en fait, la pression limite du sol. Et ça, pour pouvoir le voir, on avait bénéficié d'un bâtard d'eau en fait, qui avait été fait avec des colonnes qui avaient été traitées à 7-8 mètres de profondeur. Donc on pouvait voir en, fait, en profondeur l'effet de la technique. Donc il y a bien une idée aussi de maîtrise du non-claquage en fait, du terrain dans cette approche. Donc les techniques usuelles, technique d'inclusion rigide avec une pompe, livraison de béton, donc un atelier, là pour l'occasion, est classique, atelier Ménard de type Anteco 500, et avec bien sûr des essais de chargement classiques pour la partie supérieure quand on a besoin de le faire. Donc là, je vais simplement regarder la manière dont on a traité la démarche sur le renforcement. Bien sûr, c'est l'expansion latérale, et bénéficier dans un premier temps des tarières refoulantes pour réaliser les inclusions, pour avoir un premier degré de compactage des sols environnants, et se laisser la possibilité d'une maille carrée si jamais on veut revenir faire un traitement spécifique entre. Donc la planche d'essai, elle est toujours nécessaire. Donc sur l'élément classique, je peux partir sur un premier maillage, mais je me laisse le droit de refaire en intermaille si jamais ça n'allait pas, en fait, la possibilité d'un renforcement un peu supérieur pour avoir un taux de substitution meilleur. Donc des documentations importantes. Les derniers exemplaires sont dans la librairie Erol. Si vous voulez, il faut se dépêcher parce que la nouvelle version arrivera bientôt. Donc, bien sûr, il y avait un problème d'interaction sol-structure sur la partie supérieure, c'est-à-dire que je ne présente pas ici. Il faut pouvoir aussi, si on fait un maillage qui est régulier, il faut que la structure en haut, sur le radier, accepte un maillage régulier. Sous les radiers, on peut faire des maillages densifiés au droit des charges. Donc, il y a aussi un travail qui est fait dans ce genre de cas. Donc, regardons rapidement comment on va traiter cette question pour améliorer, bien sûr, l'élément. Donc, on va repartir sur les hypothèses d'homogénéisation qui sont développées dans le guide, qui a été publié en 2012. Et dans cette hypothèse-là, on doit atteindre, et ça va être là le secret, c'est qu'il ne faut pas partir d'un coefficient de sécurité d'équifaction soit trop bas. C'est sûr, si je pars de 0,5, aucune chance, pour ainsi dire, d'avoir des renforcements qui sont raisonnables en termes de quantité sur l'ensemble. On part de 0,93 et on décide de faire, sur la base finalement du critère de Hachid, essayer d'avoir une amélioration. En fait, l'objectif initial, c'était ça, donc il faut 17,3% d'amélioration pour avoir en fait 40%, enfin 17,3% de substitution, pardon, pour avoir 40% d'amélioration, ce qui est énorme. Donc l'autre hypothèse que l'on retient, nous, ça va plutôt être de partir, donc au lieu de partir d'un maillage en 2,3 par 2,3 sur un 5, c'est plutôt de faire un choix finalement d'un d'ISR raisonnable comme on sait faire, en maillage 2,1 par 2,1 avec un maillage donc de 0,65, ce qui va nous permettre en fait d'avoir un taux de substitution de 7,5 qui est un peu plus raisonnable mais qui est déjà important, pour avoir donc une amélioration qui est un peu en dessous de 20% du module équivalent après traitement. Donc si on regarde un petit peu après ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'il va falloir gagner en fait un complément grâce à la densification du fait du compactage horizontal. Donc bien sûr, ce qui est intéressant dans ce discours, là je remercie les équipes de Ginger qui nous ont accompagnés dans la démarche, c'est de pouvoir discuter du modèle qui est retenu, refaire une campagne d'essai pour repréciser peut-être le modèle.
et redéfinir en fait un modèle, alors que Ménard était peut-être un peu confiant. On a pris le modèle en noir qui est ici, qui est un peu meilleur dans la partie profonde, mais on a quand même suivi les conseils du conseil en géotechnique pour garder des valeurs qui étaient un petit peu plus pessimistes, donc autour de 1 sur 1,5 sur la partie à traiter. Donc la zone d'intérêt, c'est la zone en rouge. Donc l'objectif, c'est ça. On partait d'une valeur de pénétromètre statique qui tourne de 1,5, bon, qui finalement un peu plus pessimiste que la valeur qu'on a en pression limite dans la même couche. Donc la troisième étape, bien sûr, c'est d'avoir un gain. Et le gain, je décide là de faire une amélioration du module de cisaillement à l'arrivée. Ce module de cisaillement, je dois l'améliorer effectivement à nouveau d'une quinzaine de % par rapport à ça. Et pour l'occasion, ça me définit un objectif de QC final à contrôler sur le chantier rapidement, avec donc un passage qui n'est pas forcément très ambitieux, mais qui va être suffisant pour le gain que je cherche à faire. Donc le traitement, c'est un traitement qui est homogène. Donc là, on voit les colonnes qui ont deux modules, enfin deux diamètres, un diamètre profond en 65 et puis un diamètre supérieur en 32 cm, et avec un maillage régulier, comme on a dit. Et ça, sous l'ensemble, on voit la structure, effectivement, qui est en grisé sur l'ensemble. Donc ça reste un radier avec un traitement qui est en maille périodique régulière. Donc le juge de paix, bien sûr, c'est le contrôle, et vérifier effectivement qu'on a bien respecté sur la partie traitée, on va dire une résistance de pointe au moins de 1,75, ce qui est le cas avec souvent un peu plus ou carrément plus, effectivement, c'est l'un des effets du compactage horizontal. Et contrôler, bien sûr, sur notre rapport de frottement, quel type de matériaux on a. Donc on a un rapport de frottement entre 1 et 3%, qui nous amène sur le diagramme de Robertson, donc en trait noir, et le diagramme de Mazarch. Vérifier où on se situe. On se situe dans un terrain qui n'était peut-être pas forcément le plus idéal pour le compactage, ce qui nous amène aussi à critiquer un peu ce document, qu'on trouve un peu conservateur sur les techniques de densification, notamment le compactage vient explorer en fait ces zones-là déjà, qui quand même sont un peu loin du compactage classique. Et donc s'apercevoir que malgré une classification de matériaux qui sont quand même un petit peu argileux ou sable fin, la performance a quand même été atteinte sur ce projet. Sachant que les essais sont faits quand même rapidement après réalisation, c'est une semaine ou deux, pas plus, donc on ne bénéficie pas de l'effet de la dissipation des surpressions interstitielles, donc c'est une valeur à minima. Donc sur les conclusions de cette réalisation, l'objectif c'est quand même de réaliser quelque chose qui est envisageable d'un point de vue budgétaire pour des projets qui sont petits et qui sont affectés, on va dire, de façon fatale par une question de liquéfaction. Donc arriver à avoir deux diamètres et traiter à la fois la limitation du tassement sur l'ensemble et traiter à la fois la capacité d'avoir une amélioration du coefficient de sécurité, c'est l'objectif. C'est d'avoir suffisamment de contrôle. On en revient toujours à cette question, mais qui est fondamentale, c'est bien sûr de bien caractériser son terrain. Ça reste une évidence, mais la question est quotidienne. Un aspect qui était très intéressant et qui nous tient à cœur, c'est que le jet grouting était possible, mais le sol était très pollué dans certains endroits. Donc il risquait d'y avoir en fait des spoils qui remontaient avec un impact important. Du coup, on a été confirmé sur le terrain par l'existence de ce type de produit en fait, qui pouvait impacter le sol. Donc évidemment, en cas de technique de spoil remontant, un risque d'impact, d'évacuation, etc. sur le site. Donc la technique a aussi été retenue dans la crainte de cette approche. La démarche est frugale, du moins c'est ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire qu'elle va traiter uniquement ce dont on a besoin, avec une réflexion finalement sur la diminution du traitement en fait, du volume de mortier en mètres cubes par mètre carré. On a divisé par deux en fait, l'objectif sur cet ensemble, et ce qui, j'espère, va nous permettre de continuer dans cette idée, c'est qu'il faut faire moins pour atteindre le scope. Merci à vous.